Bonjour à tous. Allez, on attaque aujourd'hui le dernier chapitre de notre grand thème sur les puissances dans le monde. Et pour finir, on va s'intéresser à un cas d'école, un véritable poids lourd, les États-Unis. L'objectif, c'est de comprendre ensemble sur quoi repose leur puissance, mais aussi de voir pourquoi aujourd'hui elle est de plus en plus discutée, de plus en plus contestée. C'est un sujet passionnant, alors accrochez-vous, c'est parti. Alors, quand on pense à la puissance américaine, c'est souvent cette image qui nous vient en premier, pas vrai? Une force militaire absolument sans égale, capable de se projeter sur tous les océans à n'importe quel moment. C'est le point de départ classique, le socle de leur influence mondiale, surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais attention, cette image, cette carte postale de la superpuissance un peu intouchable, est-ce que c'est encore tout à fait la réalité aujourd'hui? C'est la grande question, la problématique qui va nous guider. Parce qu'avec la montée en flèche de nouveaux acteurs, on pense évidemment à la Chine, eh bien le jeu a changé. Le monde est devenu multipolaire. Et c'est justement ça qu'on va essayer de décortiquer. Bon, voilà le plan de match. D'abord, on va regarder les fondations, les piliers de cette puissance. Ensuite, on se posera une question essentielle, comment les États-Unis l'utilisent? Est-ce qu'ils jouent en solo ou en équipe? Puis, on verra comment cette influence est de plus en plus bousculée. Et à la fin, promis, on se fait une petite synthèse bien carrée, spéciale pour le bac. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première partie. Et vous allez voir, réduire la puissance américaine à ses porte-avions et à ses soldats, ce serait une grosse erreur. C'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Le premier visage de cette puissance, c'est un concept que vous devez maîtriser, le hard power, qu'on pourrait traduire par la puissance dure. L'idée est assez simple en fait, c'est la capacité à obliger les autres à faire ce qu'on veut, soit par la force militaire, soit par la pression économique, par exemple avec des sanctions. Bref, c'est la politique du bâton. Et pour illustrer ce hard power, cette carte est assez parlante, non? Regardez le cercle jaune, c'est le budget militaire américain. Il écrase littéralement tous les autres budgets combinés. Et puis il y a tous ces points, ces bases militaires, ces flottes, ces alliances comme l'OTAN. C'est une véritable toile d'araignée tissée sur le monde entier qui leur permet d'intervenir partout, très vite. Mais voilà, à côté du bâton, il y a aussi la carotte. Et ça, c'est le deuxième concept clé, le soft power, la puissance douce. Ici, le but n'est plus de contraindre, mais de séduire, de convaincre. C'est la capacité à amener les autres à vouloir la même chose que soi sans jamais avoir à sortir l'armée. C'est de l'influence pure. Et ce soft power, en fait, il est partout dans notre quotidien. Quand on regarde un film hollywoodien, quand on utilise Google ou Instagram, les fameux GAFAM, quand les meilleurs étudiants du monde rêvent d'aller à Harvard ou MIT, eh bien tout ça, c'est le soft power américain en action. C'est leur modèle, l'American Way of Life, qui se diffuse et qui fait rêver, parfois sans même qu'on s'en aperçoive. On passe à la deuxième partie. Maintenant qu'on a vu que les États-Unis disposent de cette puissance immense, à la fois dure et douce, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'ils l'utilisent? Et là, on touche à un vrai casse-tête pour les dirigeants américains, un dilemme permanent. Est-ce qu'on la joue perso ou est-ce qu'on la joue collectif? En fait, toute l'histoire de leur politique étrangère, c'est un peu comme un pendule qui oscille en permanence. D'un côté, il y a la tentation de l'unilatéralisme, on décide seul, on agit seul, sans se préoccuper de la vie des autres. L'exemple type, c'est l'intervention en Irak en 2003, sous George W. Bush. Et de l'autre côté, il y a le multilatéralisme, la coopération, la discussion, la recherche de consensus avec d'autres pays au sein d'organisations internationaux. Et on voit bien sur cette frise que ça n'arrête pas de changer d'un président à l'autre. Et cette citation du géographe Michel Fouché résume parfaitement le problème actuel. Le système multilatéral, ce système basé sur la discussion et la coopération, que les États-Unis ont eux-mêmes largement mis en place après 1945, eh bien ce système est en crise. La solidarité entre les États semble s'effriter. Et c'est ça le point absolument central à comprendre. Pendant que ce système multilatéral s'affaiblit, de nouvelles puissances comme la Chine ou la Russie affirment leurs ambitions. Et elles ne veulent plus d'un monde où les États-Unis décident de tout. Elles veulent construire un monde avec plusieurs pôles de puissance, un monde multipolaire. Et forcément, ça crée un monde plus instable, plus conflictuel. Ce qui nous amène tout logiquement à notre troisième et dernière partie. Dans ce nouveau monde multipolaire, comment la puissance américaine est-elle perçue? Comment est-elle contestée? On reprend la même carte que tout à l'heure, mais attention, il faut changer de lunettes. Si on se place du point de vue de Washington, ce réseau mondial de bases et d'alliances, c'est quelque chose de positif. Pour eux, c'est un outil pour garantir la paix, la stabilité, la sécurité de leurs alliés. Bref, ils se voient un peu comme le gendarme bienveillant du monde. Mais voilà, en géopolitique, tout est une question de point de vue. Et ce que les Américains présentent comme un bouclier protecteur est perçu de manière radicalement différente par leurs rivaux. Regardez cette caricature russe, elle est géniale. On voit l'aigle américain qui dit fièrement
mes bases, en parlant de l'OTAN, mais en face, l'ours russe, lui, il pense tout bas, mes cibles. Il ne voit pas une alliance défensive, il voit une menace directe à ses frontières. Et ça, c'est vraiment un conseil en or pour le bac en AGGSP. Il ne faut jamais se contenter d'un seul point de vue. Ce qui est une alliance de sécurité pour les uns est perçu comme une stratégie d'encerclement pour les autres. La clé, c'est de toujours savoir croiser les regards, comprendre les perceptions de chaque acteur. La conséquence directe de tout ça, c'est qu'on assiste au retour des grandes sphères d'influence. La Russie qui veut garder la main sur son étranger proche, comme en Ukraine, la Chine qui étend son emprise en mer de Chine du Sud, mais aussi des puissances régionales comme la Turquie ou l'Iran qui jouent leur propre partition. Chacun essaye de défendre son précaré et ça conteste directement l'ordre mondial, dominé par les États-Unis. Bon, on arrive au bout de notre analyse. C'est le moment de faire le point, de synthétiser ce qu'il faut absolument retenir pour réussir sur ce sujet. Alors, pour répondre à notre question du début, la puissance américaine est-elle terminée? La réponse est clairement non, loin de là. Mais elle s'est transformée en profondeur. Pour faire une métaphore, disons que les États-Unis ne sont plus le seul coach qui décide de la tactique pour tout le monde. Ils sont redevenus un joueur sur le terrain. Certes, c'est le joueur le plus fort, le plus influent, mais ça reste un joueur parmi d'autres, obligé de composer, de négocier. Allez, la petite fiche mémo pour la route, à bien avoir en tête pour le bac. Les notions clés, on les a vues, hard et soft power, unilatéralisme, multilatéralisme, monde multipolaire. Ça doit être limpide. Les dates repères, 1945, 1991, 2001, ce sont des bornes essentielles. Et surtout, le conseil méthodologique numéro 1, nuancez toujours votre propos. Rien n'est tout noir ou tout blanc. Il faut toujours montrer les forces et les limites, les atouts et les faiblesses, en s'appuyant sur des exemples précis. C'est ça qui fera toute la différence. Et on termine sur une question ouverte, pour continuer la réflexion. Face aux défis gigantesques comme le changement climatique, les pandémies, et face à la compétition avec la Chine, quel sera le nouveau rôle des États-Unis? Est-ce qu'ils seront un leader, un simple partenaire ou une puissance qui se replie sur elle-même? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux et c'est ce qui la rend si passionnante. Merci beaucoup pour votre attention.